Ce que M. Flamby va nous raconter sur la réforme des retraites. J'ai vu en plus qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça y est, les hostilités ont commencé. Ils ont 10 jours pour débattre sur la réforme des retraites. Ils ont déposé une motion de censure, la NUPES, qui a été rejetée aujourd'hui. Ça vient tout juste d'être voté, ça a été rejeté massivement. Et il y aura la motion référendaire du Rassemblement national qui va être votée aussi à l'instant là, pour savoir si on aura un référendum ou pas. Bon, c'est le bordel. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui c'est un petit peu le bordel dans l'hémicycle. Et ça va être l'occasion pour nous de baisser un petit peu en température et voir ce que M. François Hollande pense de la réforme des retraites. C'est maintenant, c'est-à-dire que 20 minutes, ça va. C'est-à-dire 20 minutes les mecs, c'est ok. Et ensuite TPMP. Peter en blanc. 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes bien sûr l'ancien président de la République. On va parler des crises intérieures avec les retraites, la France qui semble dans l'impasse avec le débat qui commence aujourd'hui à l'Assemblée et une mobilisation qui ne cesse pas, une hostilité. Ça y est, commence pas. Il va moins à la salle que toi. Ça y est. Commencez pas à marceler là, ça y est. Je vais à la salle encore, ça y est les gars. Des Français à la réforme qui ne faiblit pas et puis crise extérieure. Jusqu'où faudra-t-il pousser l'aide de la France et de l'Europe à l'Ukraine? Mais je voudrais d'abord commencer par une image qui était il y a 3 jours, c'était vendredi dernier. Vous arriviez dans la cour de l'Élysée. Voici l'image pour ceux qui nous regardent sur BFM TV. Vous rejoignez Emmanuel Macron pour un déjeuner en tête-à-tête. Vous montez les marches, des marches que vous pourriez monter. Il a accepté un déjeuner avec celui qui l'a trahi quand même. C'est vendredi dernier, c'est ce qu'elle a dit, hein. Emmanuel Macron a trahi François Hollande, le mec qui va déjeuner avec lui en légende. Les yeux fermés, vous les connaissez par cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ah ouais. D'abord, je ne viens pas souvent à l'Élysée depuis 2017, soit de la 3e fois. Le président de la République voulait faire une consultation, c'était mon devoir d'y être. Et il y a toujours une pointe d'émotion, c'est vrai, de revenir dans les lieux où j'ai pu prendre des décisions majeures pour le pays. Mais il ne faut pas vivre avec de la nostalgie, il faut toujours regarder par responsabilité, même par esprit de dialogue républicain, il faut toujours regarder ce qui peut être fait pour le pays. Il y a le lieu... Ils aiment trop faire des photos comme ça, hein. Les photos stylées comme ça avec Emmanuel Macron, la photographe, elle s'est mis bien, hein. Elle s'est mis bien, regard vers l'extérieur, avec les mains dans les poches. Le blazer un peu espacé et tout pour faire apparaître ce torse saillant. Eh ben, monsieur Macron... Esprit de dialogue républicain, il faut toujours regarder ce qui peut être fait pour le pays. Il y a le lieu et il y a son hôte. Oui. Le lieu, c'est l'émotion, évidemment. Le fait d'être accueilli là, par celui que vous avez fait grandir, est-ce que ça vous fait quelque chose quand même? Je le connais. Je connais les lieux, je connais le président. Il a été à un moment mon... collaborateur, puis ensuite ministre d'un gouvernement. Il a pris des... Waouh, François Hollande, il mange bien, hein. Il avait grossi quand il était en quête de l'Élysée. Quand il était allé à l'Élysée, il a maigri. On l'avait vu quand même tout maigre et tout. Et là, il a repris encore. Mais c'est une dinguerie quand même, hein. Décision. Pas fâché avec la cantine, d'être candidat alors que je n'avais rien dit. Bon, tout ça effectivement fait partie de ce que la vie politique peut produire. Et donc il y a une distance qui s'est forcément établie. Et même sur le jugement que je porte sur sa politique, j'ai souvent dû prendre la parole parce que elle ne me paraissait pas correspondre précisément à ce que j'avais pu faire en mon temps ou ce que l'idée que je me fais de l'équilibre social du pays exigé. Et justement, on va y venir, mais je note quand même que le mot que vous avez utilisé, c'est « il faut y aller par devoir ». C'était donc pas par plaisir. Moi, je pense que c'est vrai pour tout ancien président. Quand il revient là, Valéry Giscard d'Estaing ne voulait même pas venir à l'Élysée tant il était pris par l'émotion sans doute, la nostalgie et le regret, sûrement. Enfin, moi, je suis débarrassé quand même de ces préjugés-là. Je considère que quand il y a un dialogue républicain, il faut qu'il soit mené. C'était sur les institutions, c'était pas sur les sujets d'actualité. Mais j'imagine que vous... Même si on les a évoqués, mais sur les institutions, il me paraissait tout à fait nécessaire que le président d'abord fasse cette consultation et que je m'y rende. Je pense que Nicolas Sarkozy ira aussi et que d'autres autorités seront également conviées. Voilà, ça fait partie de ce que la France peut quand même donner comme image, c'est-à-dire le lieu du dialogue. Bon, les grossophobes, les gars, sur le chat, s'il vous plaît, respectez un petit peu quand même. Merci, Ewok. S'il vous plaît, les gars, un peu de respect. Est-ce qu'il comprend justement le pays aujourd'hui? Ça à vous de former ce jugement. Moi, ce que j'ai considéré, c'est que
quand il y a un mouvement social comme celui-là, l'erreur, c'est toujours de penser que c'est comme avant. Non, chaque mouvement porte en soi une force, une intensité, peut-être aussi une aspiration, quelquefois même des tensions, et que celui-là doit être regardé vraiment avec beaucoup de netteté. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui, bien sûr, part des retraites, mais englobe d'autres colères, d'autres frustrations. Une inflation que nous n'avions pas vue depuis 30 ans, d'avoir aussi une crise de l'énergie qui se surajoute aux difficultés du quotidien, d'avoir une guerre à nos portes, d'avoir une crise sanitaire qui est certes terminée, mais qui a laissé des séquelles. Tout ça, ça fait un terreau qui est assez dangereux. Donc c'est très important qu'un président de la République, en tout cas moi je pense que c'était sans doute ce qu'il cherchait à comprendre, prenne conscience que ce mouvement-là est aussi porteur d'un certain nombre de peurs, d'inquiétudes et qu'il faut apaiser. Vous dites c'est un terreau, est-ce que ça veut dire... J'aime bien comment il parle, mais je peux pas oublier comment il nous a niqué. Bah ouais, hein, c'est triste, hein. C'était vraiment le seul président de gauche qui aurait pu entretenir l'espoir d'une politique de gauche, et malheureusement, ça a été un soumis de l'Union européenne, hein. Ça a été vraiment un soumis de l'Union européenne, quoi. Que connaissant ce terreau, ouais, ça n'est pas une surprise. Ouais. Sachant la période dans laquelle sont les Français, post-Covid, inflation, comme vous dites, est-ce que ça veut dire que c'était inflammable et donc probablement dangereux d'avoir ajouté à ce terreau cette réforme maintenant? Oui, je pense que c'était effectivement un risque qui a été pris. Non pas qu'il ne faille jamais réformer les retraites. Moi-même, comme président de la République, j'ai eu à le faire. La fameuse réforme Touraine. Mais il faut savoir exactement à quel moment une telle proposition doit être faite, à partir de quelle discussion, notamment sur le travail, ce que les syndicats réclamaient, et d'avoir aussi le souci de la justice, alors même que les Français trouvent que leur pouvoir d'achat, à juste raison, est entamé. Donc tout cela faisait partie, à mon avis, du décor. Et là, il y a eu une irruption dans ce décor avec la réforme des retraites. Presque une manière de mettre de l'huile sur le feu, quoi. Oui, mais ça peut arriver quelquefois qu'il y ait des déclarations qui peuvent être maladroites ou des décisions qui peuvent être malencontreuses. Là, il y aura sans doute à modifier encore le régime des retraites dans les années qui viennent, mais il faut le faire avec le souci d'être bien compris et de la justice. Or là, il y a à la fois une incompréhension, pourquoi en ce moment, pourquoi de cette façon, et le sentiment, qui n'est pas encore tout à fait écarté, de l'injustice. Comment on en sort de ce moment? Comment on en sort de ce moment où les journées de mobilisation se succèdent, où l'hostilité, on le voit dans les enquêtes d'opinion, l'hostilité à cette réforme ne fait que grandir. Comment on en sort? Bah d'abord, il y a des mobilisations qui vont se dérouler. Leur force va être un élément justement d'une solution possible. Et puis il y a un débat parlementaire. Il s'ouvre cet après-midi. Donc au gouvernement de faire des propositions dans le cadre du débat parlementaire. Ouais, et ensuite, après les mobilisations, j'imagine, je n'ai aucune information, mais j'imagine qu'il y aura de nouveau à rencontrer les organisations syndicales. En tout cas, si j'étais en cette situation, c'est ce que je ferais. Mais les organisations syndicales, et elles sont régulièrement à ce micro, par la voix de Laurent Berger, par la voix de Philippe Martinez, disent que la négociation en réalité n'a jamais vraiment eu lieu. Bah, s'il n'a pas eu lieu, elle doit trouver sa place maintenant. Il n'est jamais trop tard pour une négociation. On sait bien que le point fort pour les syndicats, c'est le fait qu'il n'y ait pas de report de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Donc on sait que c'est un point très dur. Donc peut-être qu'il faut reprendre une discussion, comme le propose Laurent Berger aujourd'hui, autour de la notion de travail. C'est-à-dire, à partir d'une grande discussion sur le travail, de voir à ce moment-là quelles sont les possibilités. Laurent Berger et la CFDT qui avait soutenu, pour le coup, votre réforme, la réforme. Là, c'est quoi ton analyse? Il dit rien d'utile, là, non? Bah non, j'écoute. C'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a pas de réponse assez claire et précise sur, par exemple, la réforme des retraites. Mais comme tout président, je crois que Sarkozy, il avait dit la même chose. Et François Hollande se répète un petit peu aussi. Ce n'est jamais c'est jamais le bon moment de faire la réforme des retraites. Même si nous ne sommes pas dans une crise inflationniste, même si y a une baisse de chômage, etc., on est sur le plein d'emploi, etc., ce sera jamais le bon moment pour faire une réforme des retraites. Tous les présidents, ils vont te le dire.
Touraine qui est accélérée aujourd'hui par la réforme actuelle. Laurent Berger, qui s'est senti visé par ce qu'il a vécu comme une injure, dire qu'il était irresponsable par la voix d'Emmanuel Macron, c'était une erreur. Irresponsable ? Je pense que l'erreur, c'est d'avoir considéré que c'était au niveau du Parlement que les ajustements devaient être faits et pas au niveau de la négociation sociale avec les organisations. Ça, c'est l'erreur, j'allais dire, de méthode. Négocier davantage avec LR qu'avec la CFDT, donc, en gros. Aujourd'hui, faute d'avoir été jusqu'au bout avec les organisations syndicales, et notamment avec la CFDT, le gouvernement était obligé d'aller voir une opposition, qui n'est pas une opposition d'ailleurs très farouche, celle des LR, pour céder, et encore ces derniers jours, concéder donc une disposition qui normalement aurait dû l'être si elle avait été proposée aux organisations syndicales. Bon, donc ils se sont trompés de partenaire, en fait. Il y a eu cette volonté d'être d'abord dans une discussion avec les LR plutôt qu'avec les organisations syndicales. Aujourd'hui, c'est pas les LR qui mobilisent 1 million, 2 millions de personnes. C'est d'abord les organisations syndicales. Donc je crois que c'était cette erreur de ne pas avoir donné toute sa place au dialogue social pour ensuite le gouvernement être confronté à maintenant des amendements parlementaires qui vont peut-être lui coûter cher sans qu'il y ait pour autant d'apaisement dans la rue, parce que ce sont les organisations syndicales qui sont motrices. C'est pas Monsieur Ciotti qui conduit les manifestations. La question ensuite, c'est celle aussi de la légitimité. C'est régulièrement les opposants à Emmanuel Macron disent oui, certes, vous aviez dit que vous feriez cette réforme, mais vous avez été élu pour faire barrage à Marine Le Pen et non pas sur votre programme. C'est aussi ce que dit Ségolène Royal, votre ancienne ministre, dans le journal du dimanche hier. Je la cite: espérons qu'il saura, elle parle d'Emmanuel Macron, qu'il saura sans tarder entendre le peuple français, qu'il l'a élu pour faire barrage à l'extrême droite, parce que le chaos actuel, dit-elle, est un tapis rouge pour cette extrême droite. Est-ce que c'est aussi ce que vous imaginez? Une responsabilité, y compris à long terme, dans l'accès du Front National, du Rassemblement National à l'Élysée. Il va jamais revenir, les mecs. Ça fait quelques mois qu'il tâte le terrain pour revenir. Non, il va jamais revenir. Non, mais lui, il doit lâcher ça. Il est tellement impopulaire, mon gars, il va jamais revenir sur le devant de la scène. Il y a deux choses. La première, c'est que même pas pour Emmanuel la présidentielle. Macron a été élu président de la République. Donc, que beaucoup ont souhaité ne pas justement permettre à Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée, sûrement, mais il se trouve que c'est Emmanuel Macron qui est le président de la République. Il a donc... C'est important de l'entendre aussi de votre bouche. J'imagine que c'est pas forcément un plaisir. C'est une reconnaissance absolue. Il n'y a absolument pas à tergiverser là-dessus. La légitimité totale du président. Mais moi-même, en tant que citoyen, j'ai voté Emmanuel Macron, bien sûr pour faire barrage à Marine Le Pen, sans pourtant adhérer à son programme. Il n'empêche, il est le président de la République, il a une majorité relative, il a le droit de proposer des solutions pour le pays, mais il y a aussi une réaction du corps social qui n'accepte pas que des mesures soient proposées pour être injustes. La deuxième chose, c'est que il y a de la part d'Emmanuel Macron à comprendre les difficultés que cette réforme suscite dans le pays, et ça c'est son devoir d'écouter et de trouver des solutions. Mais ouais, il n'y a que des commentaires sur son poids, mais what the fuck. On va parler de l'Ukraine dans un instant. Il est épais la bête, mais arrêtez, wesh. Attends, Papsan, Attends quoi? Il y a un clip sur moi de Papsan, qu'est-ce qu'il a dit encore? En vrai, en streameuse, m'intéresser aussi du côté des streameuses, ouais. Je comprends, en streameuse, il y en a pas mal en vrai. Il y a qui? Il y a Jill, Avamind, Magla, Sherin Berry, Chinou, La Sainte, Bagheera Jones, qui d'autre? Et puis Cascasita, bien sûr, Spicy Oni. C'est quoi ce clip? Doflamingo 2. Mais wesh, Papsan. De toute façon, il est parti. Bubbly. Alors, n'hésite pas. Papsan, toujours à me tailler, lui. Les causes de l'inflation, vous l'avez dit vous-même, c'est une des difficultés que traverse le peuple français aujourd'hui, la hausse des prix. Elle est notamment motivée par la hausse des prix de l'énergie. Et il y a cette commission d'enquête qui a été ouverte par les assemblées, qui vise à établir, je cite, les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. L'objectif, c'est de cerner les responsabilités politiques dans la perte d'indépendance. Vous êtes celui qui avait décidé d'abaisser le plafond de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Et il semble, en tout cas c'est ce que dit votre ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui était interrogé par cette enquête parlementaire la semaine dernière, que vous l'ayez fait sans véritablement mesurer les conséquences.
Non, Manuel Valls n'a pas dit des choses ainsi. Je le cite, les 50%, et c'est là où je dois être franc, je crois, dit-il, n'étaient le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoin. C'était pas une étude d'impact. J'étais candidat à la présidence de la République. Venait d'arriver la catastrophe de Fukushima. Les Allemands avaient décidé par Madame Merkel d'arrêter le nucléaire. Les Italiens, exactement la même décision. Et les Belges aussi. Il m'apparaissait donc nécessaire, pour essayer de convaincre les Français qu'il fallait poursuivre le nucléaire, que nous fixions un plafond pour la production de nucléaire d'électricité. Donc, c'était pour avoir plaisir à Merkel. Merkel, dès qu'elle c'est un truc de ouf à l'époque. Merkel, dès qu'elle amorçait le pas sur quelque chose, tout le monde suivait. Genre tout le monde suivait comme des petits moutons. Il y a personne qui se sont dit ouais, on va décider par nous-mêmes. Non, dès que l'Allemagne fait quelque chose, hop là, on suit les Allemands. C'est vraiment une folie, wesh. Ce 50% était une perspective. Il n'entraînait d'ailleurs aucune fermeture de centrale. La fermeture de centrale de Fessenheim devant être compensée par l'ouverture de Flamanville. Ce qui n'a jamais vu le jour. Ce qui n'a toujours Flamanville, le PR, qui a été lancé en 2005-2006, n'est toujours pas ouvert aujourd'hui. Ce qui est quand même un sujet mais pour le nucléaire. Mais est-ce que la décision n'était pas plus politique? Mais elle était politique. Efficace. Mais elle était politique et elle n'avait pas de conséquences. Je dirais même dogmatique. Non, elle était politique au sens où il fallait rassembler les Français, les rassurer sur ce que devait être la place du nucléaire. Et il fallait aussi que nous évitions de fermer des centrales qui auraient pu être tout à fait utiles. Je fais observer que durant mon quinquennat, la production d'électricité par le nucléaire a été stabilisée et restée à un niveau 400 TWh. Donc il n'y a eu aucune baisse de production d'électricité d'origine nucléaire durant mon quinquennat. Vous aviez quand même laissé au suivant le fait de baisser, puisque vous aviez décidé de la fermeture de Fessenheim, mais vous ne l'avez pas fait vous-même. La fermeture de Fessenheim devant être compensée par l'ouverture de Flamanville. Tant que Fessenheim a pu travailler pendant que Flamanville était en construction, nous avons maintenu Fessenheim. Vous auriez considéré, et donc là peut-être c'est une erreur de votre successeur, vous auriez considéré que tant que Flamanville n'était pas effectif, il ne fallait pas fermer Fessenheim. Oui, mais le problème, je ne veux pas ici défendre mon successeur par rapport à cette décision. C'est vrai que là, il a été beaucoup plus loin que je t'avais été, puisqu'ils avaient annoncé des fermetures de centrales. Mais c'est vrai que les retards de Flamanville ont été chaque fois annoncés et rendant de plus en plus difficile le maintien de Fessenheim, puisque des décisions de démantèlement devaient être prises à un moment ou à un autre. Mais vous ne reconnaissez pas de responsabilité. Vous vous dites pas... Quand même aujourd'hui les conséquences. Quelles conséquences? Quand même d'avoir vilipendé le nucléaire, d'avoir pointé du doigt le nucléaire, qui aujourd'hui à nouveau est en odeur de sainteté. Mais je n'ai jamais vilipendé. Vous m'avez jamais entendu parler de mise en cause du nucléaire. J'ai dit tout simplement qu'il fallait du mix énergétique, du renouvelable, du nucléaire, de l'électricité. Mais la fermeture de Fessenheim, c'était... Fessenheim, c'est deux... Pas assumer. Non, mais c'était une manière de dire le nucléaire, c'est pas bien. Non, c'était une manière de dire on va... un moment pour les vieilles centrales devoir les fermer. Et on va devoir faire monter davantage de renouvelables et porter de nouveaux réacteurs comme l'EPR. Il se trouve que l'EPR a... Toute la gauche à l'époque, avec le Parti Socialiste et tout, et même il y avait Ségolène Royal qui disait qu'il faut mettre fin au nucléaire, et c'était le premier qui disait que le nucléaire, il faut vraiment en finir avec ça. Des décennies plus tard, franchement, François Hollande, il assume pas. Il veut pas assumer. Toutes les difficultés que l'on sait. Et ça, ce n'est pas une responsabilité politique, c'est une responsabilité, hélas, technique, c'est-à-dire que depuis très longtemps, on ne fabriquait plus de centrales nucléaires. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de méthode couée, c'est-à-dire de se dire on va parler de la fermeture du nucléaire, on va parler du développement de l'électrique, en se disant ça finira par se faire. Et ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Le développement du nucléaire, finalement, en tout cas, à ce moment-là, ne s'est pas fait. Mais c'est pas vrai. Le développement du nucléaire, il était fait par le père de Flamanville, mais il avait beaucoup de difficultés. Et c'était des décisions qui avaient été prises avant moi, qui se poursuivent aujourd'hui, puisque le père de Flamanville n'est toujours pas ouvert. Mais quelle était ma responsabilité? Je pense que... c'est vrai ça, parce que avant Flamanville, quand il avait parlé de Flamanville, c'était Sarkozy, je crois, en plus à l'époque. Et du coup, il attendait toujours la construction. Donc là, on pouvait pas lui dire que c'est un peu sa faute, quoi. C'était pas un peu de sa faute. Là, je crois que le PR, il est toujours pas mis en place. Il a été bien prise. C'était de dire aux Français, nous devons faire monter du renouvelable. Nous sommes très en retard par rapport à nos voisins. Nous devons garder ce qui fait notre force, le nucléaire, tout en le modernisant. Et nous devons faire des économies d'énergie. Cette politique-là,
elle est encore celle que je défends aujourd'hui. Et cet affichage politique, il était très important. Le mix énergétique, de dire on va pas mettre tout dans le nucléaire alors qu'il faut développer le renouvelable, et ça aurait été absolument tout à fait absurde et même dangereux de dire on va mettre tout dans le renouvelable. Exactement. Regardez les difficultés qu'ont certains, et on va abandonner le nucléaire alors que ça fait partie de notre force. Enfin, sur la question du gaz, on a été quand même beaucoup plus, sérieux que notre voisin allemand, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout beaucoup moins dépendant du gaz russe. Donc la politique énergétique, il faut la défendre parce qu'elle a précisément permis de protéger les Français. Et s'il y a une hausse du prix de l'électricité, c'est pas du tout à cause de Fessenheim ou du nucléaire ou même des renouvelables, c'est parce qu'il y a eu du gaz qui a été beaucoup plus cher et que comme le prix de l'électricité est lié au prix du gaz, pas lié à autre chose. Et là, on sait bien qu'ils ont tant de mal à en sortir de ça. Justement, parlons de l'Ukraine, François Hollande. Dans le journal Franc-Tireur, vous avez signé une tribune où vous appelez la France à soutenir. Vous dites que la guerre s'est installée pour longtemps à l'est de notre continent. Pour vous, la France doit envoyer des chars lourds à l'Ukraine. Officiellement, Emmanuel Macron n'a pas tranché, mais Elisabeth Borne a laissé entendre que ce serait plutôt non, puisqu'elle dit ça ne se fera que si nous en avons aussi suffisamment pour nous. Or, vous le reconnaissez vous-même dans cette tribune, nous en avons peu. La vérité, c'est qu'il y en a très peu, 220, dites-vous. Et donc, la conséquence, c'est il faut en envoyer et il faut augmenter encore les budgets de l'armée. Est-ce que la décision qui a été prise par Emmanuel Macron d'augmenter ces budgets vous paraît suffisante ? Elle est indispensable. Il est clair que nous sommes dans une période, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais enfin, elle risque de durer, où la tension internationale, les visées de la Russie, les menaces de la Chine exigent que nous renforcions notre outil de défense, ce qui d'ailleurs conduit à des dilemmes, des arbitrages compliqués. Au moment où on demande aux Français de reporter l'âge de la retraite, on va dépenser 130 milliards, c'est l'annonce qui a été faite, 10 fois plus que ce que les retraites vont pouvoir rapporter si la réforme est mise en place. Donc c'est vrai qu'il y a des arbitrages à faire. Mais qui sont indispensables à vos yeux. Qui sont indispensables, mais qui supposent là aussi qu'on mette tout à plat, c'est-à-dire quelles sont les autres dépenses qu'il va falloir maîtriser et quelles sont les recettes et les recettes. Les prélèvements. Lesquels ? Comment ? Alors ça fait partie à mon avis, du sujet majeur de ces prochaines années. Si on veut se défendre, si on veut une politique plus juste sur le plan social, si on veut une politique industrielle qui soit capable de résister à la compétition mondiale et notamment ce que font les États-Unis, et si on veut faire une transition écologique, il faut qu'il y ait des recettes supplémentaires. Plus d'impôts de guerre, une taxe exceptionnelle peut-être sur les plus gros revenus, sur... Alors il y a là aussi deux éléments. Un, il ne peut pas y avoir d'acceptation de quelque réforme que ce soit s'il n'y a pas une contribution des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines. Qu'est-ce qui fait là que beaucoup de gens trouvent que cette réforme est injuste ? Au-delà des modalités du report de 62 à 64 ans, aucune contribution n'est demandée aux plus hauts revenus ni aux plus hauts patrimoines. Même dans les réformes précédentes. Je parle même pas de la mienne, où il y avait une contribution qui avait été demandée. Mais même les réformes de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, il y avait toujours une contribution qui était demandée aux revenus, au patrimoine. Là, rien. Deuxièmement, si on veut s'assurer, parce que c'est ça la défense, c'est s'assurer que nous allons être en sécurité. Il est assez légitime d'aller chercher là aussi des recettes supplémentaires. Et c'est vrai que sur les hauts patrimoines qui se sont relativement valorisés ces derniers mois ou ces dernières années, et sur les hauts revenus, il est logique, il est légitime. Et quand il n'y a pas cette contribution... Ça aurait même contribué à l'idée de justice. Mais oui, c'est ça qui crée le malaise, c'est ça qui crée le problème. Et souvent on me dit, il y a une vindicte à l'égard des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines, ce qui n'est pas juste, etc., ce qui n'est pas acceptable. Mais à ce moment-là, la meilleure façon de permettre l'harmonie sociale, la cohésion, l'unité nationale dans ces moments-là où il y a une guerre à nos portes, eh bien, c'est de faire contribuer les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines. Il y a une vindicte, y compris à l'égard des politiques, et ça je le ressens aussi dans les messages qu'on peut recevoir sur RMC, notamment sur la question des retraites des politiques. Vous-même, si nos calculs sont justes, vous cumulez la retraite d'anciens présidents de la République, d'anciens députés de Corrèze, d'anciens conseillers de la Cour des comptes et d'anciens présidents du Conseil général de Corrèze. Est-ce que ça vous paraît juste ? Moi, j'ai donné... Ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup. Merci tout l'équipe pour le sub.
Ça fait beaucoup d'argent, monsieur, hein. 13 000 € la retraite, hein. Tous mes revenus, hein. Donc, pour ce qui concerne le président de la République, j'ai 4 000 € de retraite pour le président de la République, puisque je ne siège pas au Conseil constitutionnel. Je me suis donc privé, à juste raison, je ne siège pas au Conseil constitutionnel, donc je n'ai pas aucune... Ah, il siège pas au Conseil. Ah, parce que je crois que quand tu sièges au Conseil, t'as aussi un bon revenu, hein. Je crois qu'il est à 12 000 € par mois, le siège au Conseil constitutionnel, non? Retraite, je sais pas, je vais mettre conseil constitutionnel, genre il touche combien, genre? Il touche combien? Attends, je peux pas le trouver l'information, genre. Seigneur, ça fait tourner la tête, les gars, hein. Une rémunération d'ancien président de la République. J'ai une retraite 6 300 €, pour la Cour des comptes d'à peu près 4 000 € et le reste sur des retraites, une retraite parlementaire. Ce qui fait que j'ai des revenus de 11 à 12 000 €. Donc j'ai tout mis sur la table pour que chacun comprenne bien la situation. Est-ce qu'il faut encore réformer cette question-là ou est-ce que ça vous paraît là, ça y est, Je pense que pour les anciens présidents de la République, 4 000 € me paraît de l'ordre de ce qui est bien moins que ce qui se passe à l'étranger. Et donc, mettons, la transparence, c'est la condition qui permet de faire comprendre ce qui se passe dans notre pays. François Hollande, ancien président de la République. Merci d'être venu à mon micro ce matin. Il est 8h53. Bégaye! Oh là 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 là, mais comment il l'esquive. Merci Rafadan pour le sub. 8 mois de sub, bang bang. Retour des Pélissards.